Salut les amis, salut tout le monde, c'est Price. Merci à tous de nous rejoindre pour l'épisode numéro 24 du podcast Price Pokémon. Installez-vous bien, mettez-vous tous à l'aise. C'est l'heure de votre petit bonheur hebdomadaire. On va parler Pokémon, on va parler actualité, on va parler TCG, on va parler de tout comme toujours. Et aussi du devoir de la semaine dernière, de la semaine passée. Et tout simplement de la réponse que vous m'avez donnée à celui de la semaine précédente également. On va reparler d'épée et bouclier, parce que je sens que j'en ai tendu certains avec le classement que j'avais émis et ma comparaison avec Écarlate et Violette. Et on va regarder aussi plus en détail, plus en profondeur, le classement de la semaine, en tout cas votre classement de Soleil et Lune, les séries que vous donneriez en tête jusqu'à 5 séries, donc comme la semaine dernière avec Écarlate, Violette et Épée et Bouclier surtout. Voilà. Écoutez les amis, sans plus tarder, on va commencer le podcast avec la petite partie numéro 1, actualité internationale. Rien de particulier à se mettre sous la dent malheureusement. Je pense qu'on attend tous les Worlds de Hawaï. À vrai dire, j'ai essayé de creuser vraiment cette semaine. J'ai essayé de préparer l'épisode avec vraiment beaucoup plus d'attention et de soin que d'habitude. Alors c'est vrai qu'il y a les nouveaux Supercharge Breaker avec le set qui arrive en août, donc un nouveau potentiel set qui serait prévu pour août et qui serait spécialement anglais, une information que vous pouvez trouver sur PokéBeach. C'est vrai qu'il y a aussi l'actualité TCG avec les decks qui ont le vent en poupe, je pense notamment à l'heure actuelle au deck Pidgeot X Control, pareil, vous pouvez trouver l'actualité sur PokéBeach. Je sais que vous n'êtes pas la cible ni les personnes qui sont le plus attirées par le TCG, en tout cas la partie jeu. Mais voilà, j'ai vraiment essayé de regarder un peu ce qui se disait, l'actualité. Et nous, pour les collectionneurs, pour les personnes qui aiment bien de manière générale Pokémon aussi pour l'investissement, l'achat, la collection, pour l'épanouissement personnel, pour plein de raisons différentes, eh bien c'est très léger, je trouve, l'actualité. On parle de deck, donc pour le début de l'été, comme je vous l'avais aussi dit lors du podcast, il y a 2 épisodes maintenant. Donc vraiment peu de choses, quoi. Vraiment peu de choses pour se mettre sous la dent dans cette actualité internationale. Donc on va pas trop non plus s'attarder sur le sujet, mais je trouvais ça quand même intéressant de faire cette petite revue d'actualité comme à chaque fois. Le site référence que j'utilise étant PokéBeach. J'aime aussi beaucoup regarder tout simplement l'actualité via Pokémon, hein. Vous pouvez aller regarder l'Instagram de Pokémon, l'Instagram officiel pour Pokémon TCG. Ouais, il y a vraiment peu de choses à se mettre sous la dent, comme vous avez certainement pu vous le constater aussi de votre côté tout simplement. Voilà, donc on va tout simplement passer un petit peu plus de temps sur l'actualité française, on va passer un petit peu plus de temps sur l'actualité comment dire, également du gala qui arrive très bientôt. Donc ça va être réalisé là dans le week-end. Ça va être un moment incroyable. Donc on va plutôt parler de tout ça, de l'actualité française qui nous attend avec une vraie hype au niveau du gala. Je pense notamment à tous les professionnels qui sont en pleine préparation. Vous le voyez souvent sur leurs petites stories Instagram, sur les petites behind the scenes. Vous voyez beaucoup de personnes qui sont en train tout simplement de se préparer. On a Thomas de Card Hunter, on a toutes les équipes de Pokébaron, on va avoir Blazing Tail, on va avoir Card Hunter, on a vraiment plein de monde qui se prépare forcément pour le gala, donc je trouve que la hype monte bien. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent, plus que les époques précédentes, puisque ça fait déjà 2 ans que ça existe, donc ce sera la troisième édition. J'ai l'impression que plus que d'habitude, ça a l'air vraiment d'être la référence, en tout cas plus que jamais, avec les années qui passent, ça a vraiment l'air d'être le rendez-vous le plus attendu, en tout cas dans la sphère Pokémon française. Il y a aussi le Belgium TCG,
avec qui on va faire un truc super sympa et je serai sur place lors du Belgium TCG aussi. Donc cette année, on a vraiment essayé, en tout cas j'ai essayé de mon côté d'être plus présent, de plus venir à votre rencontre. C'est vraiment ce que je préfère. D'ailleurs, petit clin d'œil à Poképic qui est venu me voir à la boutique là euh, la semaine dernière. C'était vraiment un super moment. Donc s'il passe par là, il se reconnaîtra. Et c'est toujours cool de se rencontrer, de discuter, de faire les rencontres abonnées comme j'ai fait depuis maintenant 4 ans. Toutes les rentrées en septembre, de faire plein de choses comme ça, de se voir, d'essayer de réunir la communauté, de créer des liens les uns avec les autres. Je trouve que c'est vraiment les valeurs qu'il faut porter. Et là, le gala a l'air, entre guillemets, la convention en tout cas a l'air vraiment de réunir et de synthétiser la demande et de répondre à la demande des gens. Et je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais en tout cas, j'ai hâte. Ça risque d'être, vous le savez comme moi, ça risque d'être blindé, à voir la surface qu'ils ont prévue cette année. Mais voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui font en sorte que cette année, la convention sera, je pense, un moment très très sympa. Même sur le Discord, on a beaucoup de personnes qui en parlent. Sur le Discord d'ailleurs, c'est un des topics qui a le plus de messages ces derniers temps. Donc on parle notamment surtout des services qui vont être proposés sur place, hein. On parle de PSA qui va proposer un service d'envoi là-bas. Donc il faut vraiment pas hésiter à se renseigner si vous êtes curieux. N'hésitez pas non plus d'ailleurs à venir sur le Discord, hein, pour en apprendre plus. On a vraiment tout le monde qui est là pour vous aider, pour répondre à vos questions et pour vous donner les informations qui seront les plus pertinentes dans votre cas à vous. En tout cas, sachez que PSA du coup sera présent. Ils ont déjà fait pas mal de stories avec pas mal d'explications. Il y aura vraiment plein de choses sur place. Il y aura plein de sociétés de gradation. Vous pourrez rencontrer vos vendeurs, personnalités préférées. Vous pourrez aussi rencontrer vos amis, les personnes avec qui vous discutez derrière parfois un écran, derrière Messenger, derrière Instagram. Ça fait toujours plaisir de les rencontrer en vrai. Et vraiment, je vous dis, c'est un événement qui est très 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 sympa. Donc on se dit au 4 et 5 mai, pardon, pour ceux qui auront la possibilité de s'y rendre. Donc 4 et 5 mai, espace Champéret à Paris. On a tous plus ou moins envie d'y aller, hâte d'y aller. J'en profite aussi pour passer de nouveau un petit message à toutes les personnes qui hésitent. N'hésitez pas, venez sur le Discord. On a une section spéciale pour le gala. On va parler des activités que la communauté Prize Pokémon propose. Il y aurait un stand sur place, donc c'est quand même quelque chose d'assez important pour fédérer et pour solidariser la communauté autour de ça. Et il y aura également le fameux repas entre nous qu'on organise tous les samedis soirs. C'est pas du tout une concurrence au dîner du Gala TCG, bien au contraire, c'est un restaurant pour tout budget, tranquille, pour qu'on puisse tous se rencontrer, échanger et discuter entre guillemets dans une atmosphère plus tamisée. C'est vrai que le gala c'est très 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 spectacle. Donc comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à y aller si vous ne l'avez jamais fait. C'est un vrai spectacle. Vous n'avez pas que le repas qui coûte ce prix d'accroche, ce prix public. Vous avez aussi tout un spectacle autour de ça et c'est vrai que c'est vraiment à faire au moins une fois quoi. Donc si vous souhaitez me rencontrer, si vous souhaitez passer du temps plus intime avec vos amis collectionneurs et si vous avez envie de tout simplement de manger un bon petit resto pas trop loin de l'espace Champéret qu'on connaît bien avec l'équipe puisque c'est là-bas on avait déjà organisé l'année dernière le dernier repas, sans spoil. Oui, on décide pour vous. Pas de vote cette année, malheureusement, les amis. Ça nous facilite grandement les choses. La démocratie, c'est très bien, mais une fois qu'on a choisi le bon système qui marche, on ne remet pas en cause. Et puis après, ça va finir en régime autoritaire. Mais bon, bref, passons. En tout cas, voilà, ça va être un super resto, ça va être très sympa. N'hésitez pas à vous inscrire. C'est italien, c'est cuisine européenne. Enfin, je veux dire, ça passe auprès de tout le monde normalement. Sauf si vous aimez pas les pâtes, mais je rigole, il n'y a pas que ça bien entendu, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment pour tout le monde. Et en plus de ça, on passe toujours un super moment, c'est très agréable. On est souvent gâté par le temps, on peut discuter, passer des moments en plus du gala, hein, parce que la convention c'est très bien, mais pareil, beaucoup de monde, une grosse ambiance, beaucoup de bruit, donc voilà, c'est plus simple aussi de faire ce genre de choses comme ça. Donc n'hésitez plus, rejoignez le Discord et n'hésitez pas à remplir le formulaire pour vous inscrire à ce petit moment privilégié entre nous. Voilà.
Écoutez, on va tout de suite passer à la rubrique numéro 3. On va parler un petit peu du devoir de la semaine précédente. On va regarder ce que vous m'avez dit. Et puis on va aussi débriefer mon épisode de la semaine dernière. Première fois que je fais ça, c'est une petite nouveauté dans la partie numéro 3. On va débriefer vos réactions de la série, en tout cas du top 5 que j'ai cité de la semaine dernière. Ça a créé un énorme débat sur le Discord aussi. Parce que du coup, j'ai comparé B, donc épée et bouclier 1, 2, 3, 4, etc. En tout cas, les 4, 5 premières séries, je les ai comparées à Écarlate, Violette 1, 2, 3, 4 et 5 également. Et ça a fait un gros tollé. Oui, tous les jours EV1 et EV2, c'est mieux que EB1 et EB2. Price, tu peux pas être sérieux. Quels sont ses goûts? Par exemple, tu oublies les trois oiseaux dans Reine de glace. Dans E et B, c'est bien mieux que EV6. On peut pas comparer. En tout cas, EB1, c'est vraiment nul. Donc EV, je le mets au-dessus. Mais derrière, dès qu'on arrive sur EB6, 7 et plus, c'est quand même mieux que Écarlate et Violette pour le moment. Mais le début d'Épée et Bouclier, c'était catastrophique. Le début d'Écarlate et Violet, c'est beaucoup mieux et tout. Bon, les amis, vous avez été nombreux à me faire cette réflexion. J'entends aussi petit coucou à BM, etc. euh, pour les débats très intéressants qu'on a eus sur le sujet. Je vais vous donner un petit peu plus de perspective et je vais vous expliquer vraiment en profondeur quelles sont les raisons qui me poussent à dire ça. On ne peut pas prendre, écoutez bien ce que je veux dire parce que c'est très important, c'est pas, je sais que certains d'entre vous sont sur le penchant démarche scientifique, d'autres plutôt émotionnelles, qu'importe, c'est pas l'important ici. Simplement entendez-moi sur la façon dont j'en suis arrivé à mon classement en plaçant la plupart des séries épée et bouclier au-dessus des séries écarlate et violette. On ne peut pas prendre ce qui nous intéresse dans chacune de ces extensions, dans chacun de ces blocs, voyons-les comme vraiment des blocs. On ne peut pas prendre ce qui nous intéresse et comparer les choses qui ne sont pas comparables en omettant que effectivement épée et bouclier c'est antérieur à écarlate et violette, que à partir de écarlate et violette numéro 1, il y a déjà des AR, des SAR, ce qu'il n'y avait pas sur épée et bouclier. Donc n'oubliez pas que c'est très intéressant de faire des comparatifs, c'est très bien, bien entendu écarlate et violette sur le papier est bien au-dessus d'épée et bouclier, mais comparons des carottes avec des carottes. Comparons ce qui est comparable dans chacune de ces séries. Moi, c'est tout le temps ce qui m'a été inculqué dans ma logique, en tout cas que ce soit lors de mon éducation, que ce soit en parcours scientifique ou autre. Les mathématiques, on ne peut pas diviser n'importe quoi par n'importe quoi. On parle de épée et bouclier, on parle de écarlate et violette. Qu'est-ce qui va recentrer, qu'est-ce qui va faire en sorte que ces deux sets sont similaires? C'est simple, c'est leur trame centrale. Écarlate et violette va être rempli de AR et SAR, je ne vais pas me répéter, et épée et bouclier n'a pas de SAR et AR. C'est nouveau, ça a été rajouté. Donc comparons des carottes avec des carottes. Les gold, les cartes du set épée et bouclier numéro 1 ou épée et bouclier numéro 2, sans parler des Pokémon, etc., même si forcément pour moi ça a son importance, vous le verrez dans la démarche. Je pense notamment, puisque on en vient à ce sujet-là, je pense notamment à Ténèbres embrasées. Pourquoi je me rappelle encore, j'ai lu le message BM qui me disait mais ce Dracofeu est une fraude. Comment est-ce qu'il a pu atteindre ne serait-ce que 100 euros le Dracofeu de Ténèbres embrasées. Alors oui, certes, je suis d'accord, il est pas très beau, c'est pas du tout la folie. Simplement, à un moment donné, ça reste, je trouvais, à l'époque, avec la nouveauté que Épée et Bouclier apportait, qui étaient les Gigamax, les grosses évolutions, ça avait du sens, c'était plutôt sympa. Là, on a Flamme Obsidienne, qui est certes très très bien, et on a des nouveautés Terra Crystal. Chaque jeu vidéo apporte une nouveauté, etc. Là, je suis sur les deux séries en même temps que je vous parle sur Pokécardex. Oui, c'est plus joli, il y a des AR, il y a des SAR, mais je veux dire, il n'y a rien d'autre.
Il n'y a rien d'autre. Les raretés ne sont plus les mêmes. Tout a changé. Mais si on compare vraiment le cœur de chacune de ces séries, je trouve vraiment que Épée et Bouclier à l'époque était très précurseur et que Ténèbres embrasées, c'est pas non plus catastrophique. On a du Dracofeu, on a deux Dracofeu d'ailleurs, le V et le VMAX, on a des Moloss V, derrière on va avoir des Nostanfer, on va avoir des Cisaiox, on va avoir des Dratak, on va avoir des belles full art aussi, Rhinastock, Nostanfer, Cisaiox. Je suis pas là pour défendre mon point de vue par rapport à épée et bouclier, mais je veux que vous compreniez vraiment ma démarche. Comparons ce qui est comparable. Et là, bien sûr que Écarlate et Violette met une claque à épée et bouclier, même en termes de plaisir d'ouverture. Bien sûr, on en a parlé de cette notion-là aussi avec les personnes qui étaient en désaccord avec mon point de vue sur Discord. Mais si vous, bien sûr que le Cisaiox, que le Fenard AR, que Mélo AR, que Tyrannosif AR met à l'amende complètement cette série de Ténèbres embrasées. Mais sur le reste, dans Écarlate et Violet, il n'y a pas de dresseur, il y a pas il y a peu de FA Rainbow, ce qui était très sympa aussi à l'époque. Il y a peu de gold, il y a deux gold, il y a le moulin, l'énergie de feu de base et le Dracofeu Drag Queen. Je suis désolé. Moi, vraiment, encore une fois, je sais que peut-être que c'est moi qui suis biaisé et que c'est vous qui avez raison. En tout cas, je pense notamment aussi à Pierre Stix, qui nous a réécrit un commentaire. Mais en comparant ce qui est vraiment l'essence même du set, en enlevant les nouveautés, par exemple les R et les SAR, je suis désolé. Pour moi, dans l'esprit, vraiment, en comparant les carottes avec les carottes, Ténèbres embrasées est légèrement plus sympa que Flamme Obsidienne. Je ne parle pas des ratios d'ouverture, je sais que ça rentre dans la balance, je ne parle pas des AR et des SAR, je sais que ça rentre dans la balance. Tout ça mis bout à bout, effectivement, Écarlate et Violette, avec toutes les nouveautés que ça apporte, c'est très très cool. Et ça, faut pas l'oublier. En plus, il y a des nouvelles distributions dans les boosters, il y a plusieurs reverse. Non, vraiment, Écarlate et Violette, c'est très sympa à ouvrir et il n'y a pas de débat. Par exemple, Clash des Rebelles, que je mets aussi légèrement au-dessus de Evolution à Paldea, mine de rien, Evolution à Paldea, c'est beaucoup mieux à ouvrir. Mais bien sûr, mais parce que tout a changé quasiment. Donc voilà, c'est vraiment ça que j'essaie de mettre en avant, c'est la différence entre ce que les époques ramènent et comparer les carottes avec les carottes. Évolution à Paldea, c'est blindé d'AR et de SAR, c'est magnifique, on est tous d'accord. Mais Clash des Rebelles à l'époque, avec les grosses gold, avec les grosses VMAX Rainbow, moi je trouvais ça le Salarsen incroyable, le Gorithmique très sympa, Ordre du Boss, on va avoir le Milobellus, on va avoir plein de belles cartes comme ça. Et ça n'empêche que si on compare 7 par 7, puisque à l'époque aussi il y avait des V à droite à gauche, des V max à droite à gauche, ce que maintenant il n'y a plus dans Écarlate et Violette, puisque maintenant dans Écarlate et Violette, il n'y a plus que quelques ex mini, mais encore, c'est vraiment histoire de dire, il n'y a plus que des holos il y a plus que des holos presque en fait en termes de rareté intermédiaire, et tout de suite après c'est des AR, des SAR, voilà. Des FA bien sûr, des FA mais pas des FA Rainbow, et à la place des Rainbow, maintenant dans Écarlate et Violette, dans Evolution à Paldea, on a les grosses AR, on a les Baojian, on a les Yu-Yu. Effectivement, je suis d'accord, la machine en dresseuse qui forcément met à l'amende toutes les dresseuses d'avant parce qu'il y a une énorme hype, il y a des très belles gold, on est d'accord. Mais vraiment sur le reste, en omettant les nouveautés qui ont été apportées, par exemple là, si on va sur Evolution à Paldea et qu'on compare les FA de Evolution à Paldea et les FA de Clash des Rebelles, je suis désolé, Clash des Rebelles, bon, franchement, vous aimez bien Terrestre de Paldea, Lougarok, moi, j'aime pas du tout. Après, encore une fois, c'est peut-être les goûts et les couleurs, on est tous biaisés, mais c'était juste vraiment pour vous situer, recontextualiser ma façon de voir les choses. Et j'essaie de comparer ce qui est comparable et d'éviter justement de prendre les nouveautés à chaque fois et de dire, bah voilà, largement, bien sûr, Pokémon, en fait, depuis le départ, c'est qu'une incrémentation. Vous regardez le set de base, vous regardez les sets d'aujourd'hui, vous vous dites, bah, personne ne peut dire que le set de base est mieux qu'un set d'aujourd'hui. Enfin, bien sûr, là, je vais encore remettre un débat. Alors, s'il faut faire des débats pour qu'il y ait des commentaires, pourquoi pas, mais personne ne peut dire que le set de base est mieux que une nouvelle série, et même pas besoin d'aller aussi loin que Écarlate et Violette.
le set de base, bah, c'est moins sympa que même du. Alors là, je sais, je vais faire tacler. C'est moins sympa que Earth Gold Soul Silver. Parce que, bah, à un moment donné, il y a plus de rareté. Parce que il y a des holos, parce qu'il y a des ex, parce qu'il y a les primes, parce qu'il y a les nouveautés à chaque fois que Pokémon rajoute. C'est une incrémentation. Il y a les rivers, il y a plein de choses. Les rivers qui ont été apportés par le bloc X, par le bloc X, par Aquapolis Expedition. Ensuite, vous avez les ex qui ont été apportés par les blocs X. Vous avez des grosses secrètes, très difficiles à piocher, qui ont été apportés par les stars, etc., etc., etc. Pokémon, c'est une amélioration sans cesse et c'est comment dire, c'est aussi très intéressant de regarder sous ce prisme-là, de voir ce qui a été rajouté par bloc et de comparer ce qui est comparable. Mais bien sûr, le set de base, c'est la référence. Mais vous voyez ce que je veux dire, dans le sens où on peut pas, en fait, finalement, chaque époque est différente et on ne peut presque pas les comparer entre elles. Mais ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que si on s'adonne à l'exercice de les comparer, comparons uniquement ce qui est comparable. Voilà. Et ne pas prendre les nouveautés à chaque fois et dire que Ekarat et Violette, truc, Price, t'abuses, truc, voilà. Donc, donc c'était un petit peu mon point de vue, j'espère que vous avez compris, vous l'avez plus compris. Et on va parler maintenant du coup de votre top 5 du blog Soleil et Lune. On va commencer par Spotify, puisque la team Spotify a été active avec encore quelques commentaires. Baba Cool qui nous dit: il passe bien ce podcast, introspection, partage d'expérience, FAQ en mode impro total. Eh ben écoute, merci beaucoup. Vive la team Spotify, je suis d'accord avec toi. Mon top Soleil et Lune, numéro 1, Eclipse Cosmique, numéro 2, Duo de Choc, numéro 3, Alliance Infaillible, numéro 4, Destinée Occulte, numéro 5, Légende Brillante. Ah, ouais, Légende Brillante quand même. Ouais, Légende Brillante. Ouais, ok. Ça marche, très bien. On a Alan Le Garnet qui nous dit: il y a de voir la folie du gala. C'est déjà quelque chose l'année dernière, mais cela s'annonce encore plus grand cette année. On a un peu des briefs dans la partie numéro 2 du podcast. Bon, qui n'a pas duré longtemps, hein, ça fait 10 minutes à peine. Mais on est d'accord, ouais, ça va être très sympa. On passe aux commentaires YouTube. Rémi Zerol, salut Price, mon top 5 du bloc Soleil et Lune. Numéro 1, Eclipse Cosmique. Numéro 2, Duo de Choc. Numéro 3, Harmonie des Esprits. Numéro 4, Alliance Infaillible. Numéro 5, Légende Brillante. Waouh, c'est presque le même que Baba Cool. À la petite différence près que Alliance Infaillible, chez toi tu l'as mis en numéro 4 et sur Spotify en numéro 3 et ensuite l'inverse n'est pas vrai. Toi tu as mis Harmonie d'Esprit en 3 et sur Spotify ça a mis Destinée Occulte. Ok, bon, et ben Eclipse Cosmique et Duo de Choc en 1 et 2. Waouh! Waouh, incroyable. En fait, c'est moi qui suis sûrement bizarre. Et ben voilà, en fait, j'ai essayé de vous expliquer mon point de vue sur épée et bouclier et écarlate et violette. En fait, c'est sûrement moi qui suis bizarre. En fait, je suis en train de me rendre compte que je pense que je ne dois tout simplement, c'est peut-être aussi pour ça que vous m'écoutez et que vous m'appréciez et que je fais tout ça et que je m'emmerde finalement, peut-être parce que aussi je suis un peu bizarre. Mais en tout cas, ok. Eclipse cosmique, très bien, très bien. Ok, d'accord. En numéro 1, 2 fois d'affilée et Duo de Choc en numéro 2, 2 fois d'affilée. Très bien. Eh bien écoutez, c'est noté, c'est noté. Merci à tous les deux pour votre contribution. On a Titou GCS qui nous dit: salut, bon podcast. Dans Reine de Glace, tu as oublié les oiseaux légendaires qui ont chacun leur alternative. Tout à fait. Tout à fait. Je vais en avoir pas mal des commentaires comme ça. Brice, salut Price, comme demandé, voici mon top 5. Soyez une. Mais non, mais c'est une blague. Eclipse Cosmique en 1, Duo de Choc en 2, Alliance Infaillible en 3, Harmonie des Esprits en 4, Destinée Occulte en 5. Ok. En termes d'actualité, il y avait la vidéo de 15 Hunter sur la société de relation taille. Sur le concept, c'est quelque chose qui me hype beaucoup car je suis de manière générale intéressé aux récentes évolutions liées à l'IA. Très intéressant, tout à fait. On en parlera sûrement, peut-être même avec le principal intéressé. On essaye de s'attraper avec Thomas depuis quelques temps déjà pour faire un podcast, mais c'est vraiment pas évident. Le chasseur de Mothman, j'aime énormément ta façon de penser et de créer du contenu. Bon, eh ben écoute, merci beaucoup. Fugazi Pokémon, Pokézine, pardon, merci pour ton retour, Price. Effectivement, je pense que les Japonais sont bien plus ouverts à la nouveauté à ce niveau-là, et je vois ce côté enfantin dans l'approche que tu attribues aux Japonais. Finalement, il est normal de croiser une personne de 60 ans jouer à Pokémon Go dans le métro, cela en dit long sur la présence de cette licence au quotidien là-bas. Tout à fait. Pour le côté aigri du trentenaire européen en manque de nostalgie, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que c'est aussi grâce à cela que The Pokémon Company nous pond parfois des dingueries comme 151 qui régale tout le monde. Tout à fait. Par contre, Reine de Glace, pour moi, détruit Voltage éclatant. Price, ne serait-ce que. Mais on peut pas combattre, c'est ce que je vous dis.
Je suis d'accord, les gars. J'ai trigger un truc. En fait, je comprends de plus en plus la nature humaine. Pas que grâce à ce podcast, pas que grâce à Pokémon, mais de manière générale. Je trigger. En fait, j'arrive vraiment de mieux en mieux à comprendre ce qui trigger les gens et tout. Ça me permet de beaucoup plus manœuvrer les. Entre guillemets, de réussir à anticiper ce qui va arriver, en fait. Je parle de ça dans l'entrepreneuriat, je parle de ça dans plein de choses. Et en fait, c'est un truc de fou. Le cerveau, comment il nous baise la gueule, le cerveau, c'est un délire. Le cerveau est incapable de se montrer raisonné, raisonnable et de mettre en place des processus qui font qu'on réfléchit de manière logique sur tous les aspects de notre vie. C'est impossible. Et là, j'ai trouvé comment vous trigger sur Pokémon. Incroyable. Reine de glace, pour moi, détruit voltage éclatant, Price, ne serait-ce que pour les co. Mais je suis 1000% d'accord. Mais juste, c'était pas du tout le propos, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'était vraiment comparer ce qui est vraiment comparable. Et là, en plus, on parle de EB4 et, EB6 en termes de tout à fait à l'intérieur du même bloc, en fait, finalement. Mais c'est subjectif complet. Oui, Reine de glace détruit voltage éclatant. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut comprendre qu'au moment où voltage éclatant est sorti, voltage éclatant, c'est le set. En fait, voilà, je pense qu'on n'a pas la même vision des choses. Voilà pourquoi, en tant que professionnel à l'époque, voltage éclatant, c'est le set. Écoutez-moi bien, c'est le set qui a refait éclater la demande fournisseur et la hype de manière générale. Voltage éclatant, aujourd'hui, allez voir le prix d'une display comparativement à Reine de glace. Et en fait, si on inverse le problème, tu me parles de Co, etc. Moi, je vais te dire, regarde le prix d'une display voltage éclatant, regarde le prix d'une display Reine de glace, et tu vas voir qui détruit qui. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant, c'est que c'est trop passionnant. Tout est question de prisme et de manière de regarder, de voir les choses. C'est totalement incroyable de voir à quel point eh bien ça va dépendre du point de vue et du prisme qu'on se donne voilà, dans tout en fait, hein, finalement. C'est super, super, et c'est super marrant. Voilà. Du coup, et le trio des pièces de galère alternative est incroyable, tout à fait. Les Amazing étaient sympas, mais le concept n'a pas été assez poussé, je trouve. Le fait Pikachu hors nostalgie, pardon, il a vraiment rien de fou quand on le compare à sa version TG VMAX avec Red, par exemple, qui est, elle, splendide. Voltage a cependant une petite aura de pré-hype qui en fait tout de même, bon moi je suis pas allé jusqu'à la fin de ton message, désolé, mais tu as raison du coup, qui en fait tout de même une série marquante à cette période. Voilà, t'as raison tout à fait. Pour Reine de Glace, le fait aussi qu'elle ait été beaucoup doublée avec Célébration dans beaucoup de refrains lui a donné une bonne visibilité supplémentaire aux yeux des gens plus casus, je pense. Disons que les deux séries ont leur point fort. Ok, bon, bah, tu finis sur une note qui me plaît beaucoup plus, pour dire la vérité. Tac, tac, tac. Ouais, on est sur 800 euros hein, pour une display voltage éclatant. Donc pour vous donner un ordre d'idée, j'étais en train de regarder en même temps. Et une display, et j'en ai pas un, pour vous dire, alors que j'ai toutes les séries EB à partir de je sais plus, style de combat, je crois. Euh, alors qu'une display Reine de glace, c'est toujours 200 balles. Enfin, je veux dire, voilà. Donc c'est super intéressant à noter. Pierre Six, Hello Price, tu oublies les trois ESO dans Reine de glace, oui, je sais. Et surtout, Sulfura, qui n'est pas loin d'être la plus belle carte de épée bouclier selon moi. Ok. Pour moi, Voltage et Ténèbres Moisées, je ne comprends pas ton argument. Voilà, donc j'ai essayé de me réexpliquer. Les Amazing ont été arrêtés par Pokémon Company directement, ce qui veut sûrement dire qu'ils n'en étaient pas satisfaits, à minima. Ténèbres, à part le Dracofeu reproduit 25 fois, je ne vois pas l'intérêt. À la limite, je préfère le Dracofeu Shiny de voix du maître. Destinée radieuse, le set est faible. Seulement le Suicune en plus du Drac, quand on compare avec Destinée de Paldea, il n'y a pas photo à mon sens. Mais encore une fois, là, tu switches d'un bloc à l'autre. Pour l'avenir, on parle d'une nouvelle rareté à venir qui pourrait relancer et EV. Nouvelle rareté, j'ai pas entendu. Par contre, j'ai entendu parler des nouveaux dresseurs high-tech qui ont été introduits dans EV5 qui peuvent être utilisés une seule fois dans le deck, en plus des temps présents, temps passé, temps futur là, qui sont la vraie nouveauté de EV5.
Voilà. Et puis, j'aime l'idée d'essayer de chasser une carte très compliquée à obtenir, comme les VMAX Alt de EB. Pour les nouveaux Pokémon et les Terra Crystal, écoutez les enfants, ils adorent. Nous avons trop notre regard d'adulte pour juger. Écarlate et Violet est le jeu le plus acheté de la franchise. Ok, très intéressant. Merci pour ton retour, Pierre Stix. Poképic, coucou à toi, du coup, Poképic, du coup, qui est venu me voir à la boutique, très sympa. Toujours cool de tenir le rythme, merci. On ne peut pas en dire autant de mes commentaires, pas de problème. Je relance la surprise Renault Glace, série incroyable, avec le plus grand nombre d'alternatives derrière Révolution Céleste tout de même. J'adore les altes. Et j'ai rejoint ton analyse concernant le bloc EB, effectivement, un des plus beaux blocs, même si j'ai pas connu beaucoup les autres. Je connais un peu les cartes, qui est très régulier et nous a sorti des cartes qui feront rêver plus d'un gamin ces prochaines années. Tout à fait d'accord. Sur Soleil et Lune, j'ai moins suivi, mais je peux donner un top 3. Destiné occulte en 1, Légende brillante en 2 et duo de check en 3. Duo de choc, pas duo de chèque. Duo de chèque, c'est autre chose. Derrière, je mettrai Eclipse Cosmique, puis Soleil et Lune de base, car j'ai ouvert la série LOL. Ok, très marrant pour Soleil et Lune de base, très très marrant que tu dis ça. Pour noter une singularité, je trouve que ce bloc est particulièrement fourni en cartes dresseurs de qualité, tout comme le bloc écarlate et violet, il me semble, avec les dresseurs alternatifs qui sont assez cool. J'attends comme beaucoup, je pense, une réelle nouveauté sur les cartes, comme ils ont pu le faire avec les alternatives. Même si je ne suis pas pressé au final, ça me permet de me concentrer sur le vintage, que j'apprécie avant tout le reste. Continue le boulot, c'est présent, merci beaucoup. Et si j'avais eu les fonds, je t'aurais pris pas mal de cartes. Malheureusement, quand tout sort d'un coup, il faut être prêt, c'est jamais mon cas, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Emmanuel Le Goff, première contribution de ma part en commentaire. Je suis ton émission chaque semaine, c'est un plaisir de l'écouter, merci beaucoup. J'avais une question. Étant de base collectionneur de Wizard français, je me suis orienté depuis 2 ans sur le Wizard japonais pour plusieurs raisons. Exclus, séries et cartes comme gym et vending, qualité et prix. J'aimerais connaître ton avis quant à la possible hausse des prix de l'ancien japonais comparativement aux autres langues. La différence est-elle tellement énorme souvent par rapport à l'US, mais surtout au français, que je me dis qu'à plus long ou moyen terme, le japonais connaîtra lui aussi une augmentation significative. Quel est ton point de vue? Au plaisir de te rencontrer au gala. Avec grand plaisir, Emmanuel Le Goff. Alors c'est un débat qui est présent depuis aussi longtemps que ça existe, Pokémon. Il faut savoir quand même que l'anglais et le japonais ont connu quand même une énorme augmentation. Mais rien de comparable au français. Il faut savoir que là, demain, tu vas voir, je sais pas, je dis une bêtise, SimSimi, tu vas voir Gemmin Pokémon, tu vas voir Pokérêve, tu vas voir Léonhardt et tu vas leur parler des prix des cartes françaises, ils vont halluciner parce que le français est super cher. Le français vraiment est super cher et toi tu me dis que le japonais n'est pas assez cher. Et ça c'est un débat qui est présent depuis vraiment très 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 longtemps. Depuis aussi longtemps que je suis dans Pokémon, on parle du fait que le japonais n'est pas cher. Et malheureusement, ça risque de continuer d'être la tendance sur certaines cartes vintage. Bien sûr, le japonais est ce qui est le plus attractif au niveau du japonais. C'est sans aucun doute et sans aucun conteste les séries et les choses qui sont exclusives. Tu me parles de VS, tu me parles des vending machines, tu me parles des starter weekend deck, tu me parles sûrement aussi des cartes promotionnelles exclusives. C'est ça l'attrait du japonais et ça l'a toujours été, malheureusement. Enfin, heureusement ou malheureusement. Donc ça permet à plein de collectionneurs de compléter les séries plus classiques à bas prix. Et ça, ce sera toujours le cas parce que déjà les quantités sont astronomiques. Souvent, on est attiré par ce qu'on a envie de faire, par nos besoins, par nos envies. Et souvent, les personnes qui vont commencer à collectionner le japonais, c'est pas du tout une généralité, mais sociologiquement, et peut-être qu'un jour on sortira des études sur le sujet, mais en tout cas, souvent les personnes qui convergent complètement vers le japonais, c'est un problème de budget. C'est-à-dire que dans chacune des langues respectives, anglais et française, en plus sûrement de la passion pour la culture japonaise et tout ça, qui va transformer un petit peu la façon dont on voit les choses dans le cerveau et qui va nous permettre de nous justifier à nous-mêmes. Parce que pour faire une action, il faut être en accord avec nous-mêmes. Et pour être en accord avec nous-mêmes, le cerveau va essayer de se justifier lui-même, de trouver les raisons pour lesquelles on va passer au japonais. Et il y a les raisons logiques, donc trop cher, le français trop cher, donc on va partir sur quelque chose de moins cher qui ont les mêmes illustrations. On va se dire que le japonais, eh bien, c'est le set original, que ça vient de là-bas, que c'est la langue originelle, que du coup je vais faire que la langue originelle, blablabla. Mais la réalité, c'est que de base, le postulat de départ, c'est ma langue maternelle est trop chère. Donc c'est le processus qui conduit indubitablement au fait d'aller vers le japonais.
Une fois qu'on tombe dans le japonais, bon bah peut-être que aussi on va commencer à avoir envie de se faire plus plaisir, donc on va compléter les sets classiques, ça va aller très vite. Souvent aussi on est moins regardant sur l'état. C'est pas une généralisation, c'est juste ce que j'ai l'impression d'observer et depuis quasiment bientôt, dans un an et demi, ça fera 10 ans. Euh, vraiment, ouais, plutôt 2 ans même, mais ça fera bientôt 10 ans donc que je serai de retour dans Pokémon et on le voit quand même souvent. Donc les états sont aussi un peu moins bons et en fait les prix sont moins hauts parce que du coup, eh bien, c'est un marché de personnes qui cherchent à avoir à bas prix. Donc il n'y a pas forcément une pression acheteuse et donc les cartes n'augmentent, pardon, donc en langage vraiment un peu bizarre, startup, anglicisme, truc, tout ça, ça ne va pas faire augmenter les prix du japonais puisque dans l'écosystème du marché, de manière générale, les personnes qui souhaitent ce genre de carte-là font que ça n'augmente pas. Et toi, tu es orienté depuis 2 ans sur le wizard japonais, tu vois que ça n'augmente pas forcément. Et en fait, moi, ça fait 8 ans que je suis dans Pokémon, et les prix que tu connais toi, c'est les prix que j'ai connus moi. Pour te dire vraiment, et c'est vrai, hein, c'est véridique, hein, une PSA 10 de Neo, ça a toujours été entre 60 et 100 euros pour les plus belles, quoi. Peut-être, allez, si c'est Lugia, peut-être. Lugia a bien augmenté, par exemple. En fait, le gradé a plus augmenté que le japonais en loose, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'arbitrage à faire et c'est pour ça que vous voyez plein de personnes faire des allers-retours au Japon pour essayer d'acheter des cartes dans les meilleurs états, de faire grader en 9 ou 10 parce que vous les avez vraiment pour des prix dérisoires là-bas, puisque c'est des prix de loose là-bas et qu'ensuite, quand vous les faites grader, il y a un vrai potentiel, un vrai démultiplicateur. Donc c'est super intéressant à noter. Mais du coup, la qualité est là, le prix est bas, et il le restera en fait. Et je suis vraiment le premier, pas désolé, mais de par ce que je vous ai expliqué, de par la typologie des personnes intéressées par ce marché, ça restera toujours plutôt bas. Alors que l'US et le français, eh bien, c'est la langue maternelle de plein de personnes. L'anglais et le français, c'est la langue maternelle de plein de personnes. Malheureusement, ça continuera d'augmenter. Et toujours pareil dans les états les plus compliqués à trouver, les plus beaux, etc. etc. Et ça va continuer dans ce sens-là, en fait. À l'inverse, où le japonais, lui, va stagner. Les plus beaux états, eux, puisqu'il y a une population dessus, vont potentiellement continuer à augmenter, mais l'augmentation sera de part, entre guillemets, ce que j'ai essayé, mon postulat de départ, hein, qui est peut-être faux, hein, d'ailleurs j'attends vos commentaires, peut-être que mon postulat de départ est faux, peut-être que mon empirisme ne peut pas être vérifié dans les faits, peut-être que c'est pas comme ça que ça marche, etc., que on est directement français, on a 10 ans et en fait à 20 ans, tout d'un coup on est pris de passion par le japonais sans aucune raison et on n'a jamais eu de carte française, mais on va collectionner le japonais direct, quoi. Bon, ok, peut-être. Mais quoi qu'il arrive, voilà, d'après toutes ces briques mises les unes bout à bout des autres, vous comprenez la démarche et vous comprenez pourquoi l'US, le français, restera toujours, entre guillemets, plus cher et le japonais, spécifiquement dans les catégories qui sont les séries classiques, resteront un petit peu moins chers. Par contre, dès qu'il y a une certaine population ou une certaine limite sur l'objet en tant que tel, si c'est pas un set comme Jungle, Fossil, Rocket classique, hein, je parle, si ça va être des vendings, si ça va être des starter game deck, des vendings, si ça va être des VS, si ça va être les gyms aussi qui sont un peu plus chers aussi, enfin qui augmentent de temps en temps, c'est marrant à voir, les cartes gradées qui ont une population donnée, les 9, les 10, tout ça qui ont un vrai potentiel, les cartes promotionnelles exclusives qui sont vraiment très très limitées de par leur essence même, qui elles seront forcément toujours plus chères. Je pense notamment aussi typiquement dans le japonais aux boosters qui eux aussi ont une petite quantité et donc qui augmentent rapidement. Les stars aussi. Enfin, voilà, il y a quand même des niches dans lesquelles ça augmente quand même plus ou moins et fortement. Donc c'est quand même intéressant à noter. Mais voilà, pour l'approche carte Wizards japonais, tu as mon raisonnement, Emmanuel. Voilà. SKLT, salut à tous, super podcast. J'ai deux questions pour toi. Premièrement, ne penses-tu pas que les séries actuelles EV6 et EV6.5 sont lancées très rapidement, presque bâclées? C'est ce que j'ai dit. Je n'ai même pas besoin de répondre en profondeur. Je suis tout à fait d'accord. Afin de coïncider avec la sortie d'une série spéciale pour la nouvelle Nintendo Switch et le nouveau jeu Pokémon. Je suis 1000 milliards de pourcents d'accord avec toi, SKLT. T'as tout dit en fait. Voilà. Ensuite, deuxièmement, j'ai commencé à collectionner les cartes Pokémon il y a environ 3 mois et je prends plaisir à ouvrir des boosters. J'adore la série EB7, pardon, car depuis mon enfance, j'ai toujours aimé Evoli et ses évolutions. Cependant, étant donné le prix élevé des displays en français, il m'est difficile de poursuivre. J'ai donc opté pour la version coréenne qui coûte 10 fois moins cher et mon plaisir reste intact car j'apprécie les illustrations des cartes, peu importe la langue, japonais, français ou coréen. Voilà. Connais-tu? Donc là, on est typiquement dans ce que je disais plus haut par rapport au Wizard japonais.
Connais-tu d'autres personnes qui font de même? Bah voilà, bah je t'ai répondu double coup, en fait, double effet qui se coule. Il y en a plein SKLT, il y en a vraiment plein. N'hésite pas à venir sur Discord et tout, à rencontrer du monde. Ça fait 3 mois que tu es repris dans Pokémon. Tu as le temps de voir venir, tu vas largement te faire des rencontres et rencontrer d'autres personnes qui font aussi ce genre de choses. Et dans tous les pays du monde, dans tous les pays du monde. Parce que comme tu dis, c'est universel et peu importe la langue, les illustrations restent les mêmes. J'aimerais avoir ton avis sur la version coréenne. Voilà, désolé pour le long message et merci à toi pour ton travail et ta régularité sur les podcasts, je t'en prie. Aucun problème avec la version coréenne. C'est ce que je disais plus haut avec le japonais. C'est le processus normal. Le français est trop cher, tu t'es fait un petit peu plaisir, tu te rends compte que c'est un budget, t'aimes bien les évolis, t'aimes bien les évolutions, tu aimes bien les illustrations. Les illustrations, c'est ce qui est universel. Les images valent mieux que 1000 mots. Tu es tout le temps là en train de regarder quelles sont les meilleures affaires, les meilleures choses. Tu es tombé sur le coréen, tu vas faire le coréen et c'est parfait et tu as tout à fait raison. Et parce que pourquoi tu as raison? Parce que ça, c'est une intersection entre tes besoins tes besoins et une offre. Donc en fait, ta demande est répondue par cette offre-là et en fait c'est comme ça que ça marche et c'est pas méchant, c'est pas de l'économie 2.0, c'est pas de la politique 2.0, de la philosophie mode capitalisme, etc. C'est juste ton besoin est répondu par cette offre-là, tu te diriges vers le coréen et il n'y a aucun problème. Et tu as raison. Voilà, c'est ça que je veux dire par là. Donc c'est très très bien et tu vas voir dans Pokémon, il y a plein d'autres personnes en France, à l'étranger, partout qui font aussi ce genre de choses. Et c'est très très bien et continue d'apprécier et continue d'ouvrir et j'espère que tu auras bah, les gros bangers même en coréen. Je suis sûr que c'est toujours intéressant. Voilà pour ta question. Armfell, salut Price, j'aurais aimé avoir ton point de vue sur les mouvements de marché à la hausse et à la baisse. Penses-tu que les cartes à l'unité qui font monter le prix du scellé ou l'inverse? C'est le prix du scellé plutôt en général qui fait monter le prix des cartes à l'unité. C'est souvent le scellé quand même qui est précurseur. Ça se vérifie pas tout le temps. J'ai plein d'exemples à vous donner. Je pense notamment au set de base. Le scellé a bien explosé avant que les cartes suivent. C'est souvent ce qui se passe. C'est souvent à Urgot Salsiver, c'est pareil. C'est souvent le scellé. À partir du moment où le scellé commence à être recherché, intéressant et tout, les cartes suivent plus ou moins. Donc voilà, c'est souvent comme ça. Là, on observe une vraie décorrélation pardon, ces derniers temps avec Diamant et Perle, Platine, parce qu'il y a toute une hype autour des blisters, des tripacks, des trucs un peu bizarres comme ça qui font que les prix sont ultra, enfin bizarres, non pas du tout, mais qui sont ultra chers. Alors que les cartes, elles, ne suivent pas. Donc, comme quoi, tu vois, tout est possible dans Pokémon. Voilà, les amis, j'espère que ça vous a plu. On a fait la partie 3 du podcast. Maintenant, partie numéro 4. Vous n'allez pas échapper au devoir de la semaine. Le devoir de la semaine, qu'est-ce que ça va être cette fois? Ça va être eh ben, tout simplement déjà de faire un commentaire. Déjà, première des choses, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à débattre. On est des adultes. Je vais crier sur personne. On n'est pas du tout d'accord, il n'y a aucun problème. Sur le Discord, on a pu le vérifier. Hein. BM n'était pas du tout d'accord. Plein d'autres personnes n'étaient pas d'accord. On a pu parler, il n'y a aucun problème. Le but, c'est d'avoir du débat. On est dans une zone où il n'y a pas d'hystérie comme sur la place publique ou sur les chaînes de télé ou de radio. Nous, on a le droit on est le dernier bastion de la raison dans ce monde, c'est Pokémon. Voilà. Donc on a le droit de parler, de discuter, d'échanger. On peut ne pas être d'accord, mais tout à fait faire valoir ses points de vue sans animosité, ni sans méchanceté, ni sans je crie le plus fort, j'ai raison. Voilà. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur ce que j'ai dit sur le japonais. Euh, vraiment, vraiment. Et aussi, deuxième chose, on va continuer nos top 5 parce que moi, de toute façon, je trouve que le set de base, c'est clairement pété, c'est genre largement en dessous de AGSS. Donc, j'ai envie que vous me fassiez votre top 5 all-timer. All-timer Spotify, YouTube, à vous les micros, à vous les claviers. Là, vous n'avez plus le choix. Merci pour votre fidélité, encore une fois aussi d'ailleurs, je le dis à la fin, mais quand même. Beaucoup moins de viewers sur YouTube, mais toujours autant sur Spotify. Moins de commentaires que d'habitude aussi, mais là, j'ai besoin de vous, les amis. Il faut qu'on fasse repartir le hype train des sets. Donc, j'ai besoin que vous me donniez votre top 5 ever. Très très dur, hein, très dur. Essayez de ne pas vous faire, c'est presque impossible en fait même, de ne pas se faire influencer par ce qu'on pense en tant qu'adulte aujourd'hui. Donc souvent les trentenaires, je pense que ça va taper dans le bloc X, Wizard, Diamant et Perle, etc. Et les 20, enfin les vingtenaires pareil.
ceux qui ont la vingtaine, pareil. Mais en tout cas, essayez de pas trop vous faire influencer par votre cerveau. Vraiment un top 5 ever et de manière 100%, genre complètement, vraiment complètement balancé, sans avis, sans truc, sans essayer d'être complètement neutre. Voilà, neutralité totale pour votre top 5. Et puis aussi, petit message en fin de podcast, pas de podcast la semaine prochaine. Préfère prévenir que guérir. Pourquoi? Parce que ce sera le lundi du retour du gala. Je le sais, hein, je le sais, je serai épuisé, c'est une certitude, je ne pourrai pas vous faire de podcast, donc ce sera la pause, la deuxième pause de l'année, après l'épisode 24, après 24 épisodes en 25 semaines. Donc voilà, petite pause pour moi après le gala. J'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'aimerais bien qu'on atteigne les 500 vues comme avant sur YouTube et toujours les 200 écoutes sur Spotify. Je vais essayer de faire des titres putaclic aussi pour les débats maintenant, parce que je trouve que c'est très intéressant et très marrant de voir ça. En tout cas, merci à tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à rejoindre le Discord comme je vous l'ai déjà dit. Et je compte sur vous pour les devoirs de la semaine. Voilà, prenez tous soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao, c'était Price.